Salut les potos et bienvenue dans ce nouveau GCN Show. Et quel meilleur cadeau pour mon retour que enfin la barre des 100K followers passée sur la chaîne YouTube GCN en français. Alors un grand merci, 100 000 merci, je pense qu'on peut le dire, à toutes et à tous de nous suivre et d'être toujours plus nombreux. Alors on va pas faire un GCN Show spécial 100K cette semaine parce qu'on veut faire un truc un peu particulier, donc on va prendre le temps de le préparer et ce sera mardi prochain à ne pas manquer. En attendant mon Lolo, on a quand même de beaux sujets à traiter cette semaine et tu nous proposes quoi ? Et ouais mon Flo, on a quand même des beaux sujets et moi cette semaine j'avais envie de mettre l'accent sur les annulations de courses dues aux conditions météorologiques, tu vois Flo, parce que je me suis dit, tu vois, souvent il y a des courses, il y a de la pluie, il y a du vent, on les fait quand même et on met tout le monde en danger pour pas grand chose. Donc voilà, c'était mon idée du jour. Je vois où tu veux en venir, eh ben on y va. Et oui mon Flo, et du coup ce sujet m'est venu à l'esprit tout simplement dû à la chute sur le Strade Bianche ce week-end de Julien Alaphilippe qui se fait balayer par un autre coureur. Et cet autre coureur qui ni plus ni moins a été poussé par une bourrasque de vent. Du coup il provoque cette chute de nombreux coureurs dans le peloton, dont Julien Alaphilippe. Et ça m'a rappelé quelques anecdotes durant ma carrière aussi où il y avait eu pas mal d'événements comme ça, des grosses tempêtes, des grosses pluies. Et je me suis dit, bah attends, l'UCI ils ont l'habitude d'interdire pas mal de choses. Même des trucs qui servent totalement à rien, mais pourquoi ils ne reviendraient pas sur la législation en termes de météo et de conditions météo sur les courses, tu vois. Donc je me suis dit qu'avec toi, on pourrait avoir un débat constructif. Ouais, alors en effet, c'est vrai que le vent en particulier est une des conditions météo qui est particulièrement dangereuse pour les coureurs. Ça me rappelle d'ailleurs Ganve-Velgem que tu as listé dans le script. En 2015, il y avait une chute assez similaire de Geraint Thomas. On se souvient d'une course complètement balayée par le vent et du vent latéral en particulier. On sait que les vélos des pros aujourd'hui sont toujours plus aéros avec des jantes en général en carbone assez larges qui ont une prise au vent latéral très importante. Donc on l'a revu ce week-end avec les Strade Bianche, ça peut être très dangereux et même pour des pros qui sont des funambules à vélo, parfois les vélos deviennent totalement incontrôlables. Bon, je trouve que la proposition de, on va dire, annuler les Strade Bianche de ce week-end aurait été fortement exagérée, mais c'est bien de poser le problème et de se dire dans quelles conditions est-ce que c'est trop. Pourquoi je trouve que ça aurait été exagéré? Parce que d'une part, on savait qu'il y avait du vent, mais on l'a bien vu, ça a été en bourrasque et ça n'a pas été pendant toute la course, donc c'est assez imprévisible et on ne pouvait pas savoir que à cet endroit-là, à ce moment précis, il y allait avoir une bourrasque de vent comme ça qui allait balayer tout le peloton. Ganve-Velgem, peut-être, en 2015, aurait été un cas un peu plus, on va dire, litigieux parce qu'on savait dès le départ qu'il y avait un très fort vent latéral et là, ça a été vraiment toute la course. Toi, tu l'as vécu, Lolo, en course ? Ouais, moi je l'ai vécu de nombreuses fois, donc souvent les coureurs ont se mobilisé pour dire il faut annuler ou autre. Comme tu l'as bien dit là sur Ganve-Velgem, c'était une catastrophe d'entrée, tout le monde le savait. Après il y a tellement d'argent en jeu, forcément tu te dis ok, ils veulent pas forcément annuler, il y a le pognon mis en cause machin, mais on joue quand même avec la sécurité des coureurs. Nous je me rappelle d'une fois, je sais plus trop où c'était, je sais plus si c'était le Tourmed. En 2015, par là, c'était au début de ma carrière. Et pareil, grosse bourrasque de vent, je ne sais plus exactement dans quelle ville on avait le départ. Et pendant le fictif, on était passé entre deux immeubles, grosse bourrasque de vent, il y a un coureur qui était tombé, qui s'était fait une clavicule. Tu vois, départ fictif, super. Donc tous les coureurs râlaient, personne ne voulait prendre le départ. Au final, on est arrivé sur la ligne de départ, on s'est arrêté pendant 15 minutes, tout le monde discutait et ils ont fini par donner le départ quand même. Donc selon moi, je pense que ça ne devrait pas avoir lieu. Surtout quand on voit que d'entrée de jeu, il y a de la casse. Pour moi, c'est inconsidéré les risques qui sont pris par les organisateurs sur des problèmes comme ça. C'est vrai, le vent est certainement l'un des plus dangereux, mais aussi l'un des plus imprévisibles, parce que comme on l'a dit, il y a deux cas de figure. Soit la journée de vent dantesque avec avis de tempête, auquel cas on peut éventuellement envisager l'annulation, le report, soit, comme on l'a vu ce week-end au Strade Bianche, des cas de bourrasque. Alors évidemment, il y a eu du vent toute la journée, mais on a vraiment vu que ça soufflait par intermittence de façon très très forte et à d'autres moments de façon beaucoup moins forte. Donc dans ce cas-là, allez, j'ai envie de défendre un petit peu quand même les organisateurs et l'UCI, qu'on ne peut pas toujours incriminer.
honnêtement, je vois pas de raison. Alors après coup, c'est facile à dire, oui, tu vois pas de raison, mais il y a quand même eu des dégâts. Ok, mais c'est quand même difficile à prévenir. Et puis on rappelle quand même que le vélo, c'est quand même dans la tradition de vivre des enfers, à la fois climatiques, à la fois sur le parcours. Quand on voit un Paris-Roubaix, quelles que soient les conditions, mais en particulier sous la pluie, si tu le compares à n'importe quelle étape, sous la pluie, sous la neige, sous ce que tu veux, quand on voit le dernier Paris-Roubaix sous la pluie, honnêtement, si tu annules pas ça, tu peux rien annuler à côté. Parce qu'une petite bourrasque de vent sur l'Estradé, c'est rien du tout à côté de ce qu'ils ont vécu. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça l'enfer du Nord. Donc c'est quand même délicat. Je pense pour ma part que les conditions qui font qu'on annule une course, ce sont celles où la route elle est coupée, c'est tout. Et sinon, oui, la sécurité des coureurs elle est mise en cause, mais après c'est les coureurs qui font la course, à eux de s'adapter en fonction des conditions. Non, moi je suis désolé, là il faut pas pousser Mémé dans les orties quand même, hein, faut pas abuser. Alors là c'est pas gentil d'appeler Julien Mémé, hein. Ça c'est pas sympa. Ouais, Julien, t'inquiète, il a dû faire une bonne tisane le soir. Et non, mais sur le Stradé, oui, clairement, tu peux pas savoir. Il y a des bourrasques, Donc là, la question d'annuler ne se pose même pas. Mais je reviens toujours à l'exemple de ce fameux Gand-Wevelgem. Là, faut pas abuser, tu vois que c'est la guerre dehors, il y a du vent terrible, c'est beaucoup trop dangereux. Après, là, tu parlais de Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'était de la pluie, encore une fois, mais il n'y avait pas des vents à je sais pas combien de kilomètres/heure. Donc oui, c'est dangereux le pavé sous la pluie, oui, mais c'est des coureurs, encore une fois, qui ont l'habitude du pavé, qui ont l'habitude de rouler là-dessus, qui ont l'habitude de rouler sur du pavé mouillé aussi. Donc là, et puis ça fait partie de la course, c'est comme ça, parce que Paris-Roubaix sec ou mouillé, quoi qu'il arrive, il te arrivera toujours des bricoles. Ça, tu peux pas l'enlever. Mais après, tu viens sur d'autres événements, comme le Tour de France en 2019, Flo, où l'étape avait été annulée à cause des orages dans les montagnes. Là, t'as pas le choix, la route est coupée. Donc on rappelle, là t'as pas le choix. On rappelle juste en 2019, vous avez sûrement les images en tête parce que c'est quand même l'une des étapes récentes les plus dantesques et les plus marquantes. C'est Julien Alaphilippe qui perd son maillot, Thibaut Pinot qui abandonne, l'étape qui est raccourcie en direction de Tignes, donc c'était la 19 si je me souviens bien, parce que il y a une coulée de boue qui coupe la route dans la descente. Donc là, il n'y a pas le choix. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas faire du ventre-glisse non plus pour passer par-dessus et puis repartir de l'autre côté. Même si, tu me diras, on va dire, au début du cyclisme, certainement qu'il l'aurait fait. Mais bon, là, on est d'accord que tout le monde se met d'accord pour dire « Ok, on arrête l'étape, on ne peut pas aller plus loin ». Moi, j'ai d'ailleurs des exemples aussi personnels et qui vont te faire plaisir parce que tu vas me dire qu'il ne pleut jamais au Pays Basque, mais l'une des rares courses lorsque j'étais élite que j'ai vécue et qui a été annulée, c'était une étape de l'Essor Basque parce que justement, à cause du vent à nouveau et d'une forte tempête, mais il y avait un avis de tempête, un arbre s'était couché en travers de la route. Donc là, c'est pareil, on ne dit pas aux coureurs « Attention, on va sauter par-dessus l'arbre, après on reprend ». Là, on arrête la course et puis voilà, tant pis. Mais t'as dit... Non, là je suis d'accord avec toi, Florian. T'as dit un truc intéressant, juste Lolo, je voudrais revenir dessus. Tu as comparé Roubaix donc, aux conditions de vent. Donc si j'ai bien compris, pour toi, le vent est plus dangereux que la pluie en vélo? Ah oui, clairement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Si la route est barrée, la route est barrée. On annule ou on raccourcit ou autre. Pour moi, le vent est beaucoup plus dangereux que la pluie. La pluie, c'est prévisible. Tu sais qu'il faut faire attention quand tu prends tes courbes. Tu sais qu'il faut, il faut te méfier de plein de choses, des bandes blanches, de tout ça. Que le vent, tu ne contrôles pas le vent. Le vent, c'est pas toi qui gères ta machine à te dire je mets un peu moins d'angle dans ce virage. Là, tu prends le vent, il te pousse et c'est lui qui choisit là où il t'emmène. Donc pour moi, le vent, c'est le plus dangereux. Je vais te donner un exemple concret. Si on part du principe que le critère premier, c'est la sécurité des coureurs, je pense malgré tout qu'il y a eu beaucoup plus de casses lors du dernier Paris-Roubaix sous la pluie que lors de ces Stradé Bianche sous le vent, ou même lors de Gand-Wevelgem en 2015 sous le vent. Donc je suis d'accord avec toi que c'est beaucoup plus dur à prévoir. C'est vrai aussi que ça peut occasionner des chutes assez impressionnantes, tout comme la pluie sous les pavés. La différence, c'est que quand tu tombes sur les pavés, en général, la casse elle est différente de quand tu te fais envoyer dans un champ, comme tu l'as dit, dans les orties. On croise les doigts pour Julien Alaphilippe, on espère qu'il va se remettre de son dos, mais a priori, il n'y a rien de cassé, comme c'est rarement le cas en général quand tu tombes sur les pavés. Donc c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des conditions météo, mais il faut prendre en compte à mon avis aussi le profil. Parce que, comme tu l'as dit, avoir une course sous la pluie, si on a un circuit automobile lisse avec des évacuations d'eau, a priori il n'y a aucun danger. Avoir un Roubaix sous la pluie, c'est pas pareil. Et de la même façon, avoir une course dans le vent,
Ça va dépendre où c'est, si c'est un front de mer totalement dégagé ou si c'est une course en centre-ville à l'abri des bâtiments. Donc je pense qu'il faut aussi avoir un contexte global pour prendre la décision. Je voudrais juste avoir ton avis, Lolo. Est-ce que du coup, vu que tu as choisi cette thématique, j'imagine, tu penses qu'aujourd'hui, on n'annule pas assez fréquemment les courses ou on a tendance à faire prendre trop de risques aux coureurs? Moi, ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le sport spectacle et le sport business a pris le dessus. Et du coup, on a tendance à leur faire prendre beaucoup trop de risques inconsidérés sur des événements comme ça. Je sais que toi, tu es partisan de courir tout le temps, machin, et il faut vraiment que la route elle soit coupée en deux pour pas que tu passes. Mais je pense que c'est parce que tu n'as pas vécu en fait tout simplement ça. T'as jamais été sur le vélo à un moment où tu contrôles rien et tu es en descente à 80 à l'heure et tu vois que tu te déportes. Tu vois. Donc, et c'est ça, je pense que les gens des instances qui décident tout ça, ils n'ont jamais mis le cul sur une selle et ils se rendent pas compte de la dangerosité de la chose. Donc encore une fois, bah, tu vois, c'est le business prime sur la sécurité des coureurs. Et moi, c'est ça que je revendique et je dis qui n'est pas normal. Après, attention, c'est pas parce qu'on annonce 20 km/h de vent au départ d'une course qu'il faut l'annuler, parce que les bordures aussi, ça fait partie intégrante du vélo et c'est beau et c'est ce qu'on aime. Mais je pense que les risques ne sont pas du tout considérés comme ils devraient être considérés et on se sert encore une fois des coureurs comme de pions pour gagner du pognon. Et voilà, moi c'est ça qui me dérange surtout dans cette histoire. Bon, je te remercie mon Lolo pour la petite pique, comme quoi j'ai jamais vécu de longues heures de selle avec du vent latéral. Mais bon, c'est normal aussi qu'on joue chacun notre rôle dans ce débat. Je suis quand même assez d'accord avec toi. J'en reviens à ce que je disais dès le début. Je pense qu'il ne faut pas attendre des organisateurs ni de l'UCI que ça se fasse. Je pense qu'au final, c'est toujours le coureur et les coureurs en général qui ont le pouvoir. J'en reviens aussi à ce qu'a dit Peter Sagan il n'y a pas très longtemps, qu'il y avait un peu d'anarchie, notamment venue de la jeunesse de nos jours dans le peloton. Je pense que quand il y a un patron dans le peloton et qui décide qu'aujourd'hui c'est trop difficile, par le passé, on a su annuler. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a trop de voix discordantes dans le peloton et qu'il y a un certain courant qui veut courir, il y en a d'autres qui ne veulent pas, et du coup, on ne s'entend pas dans ces situations. Je pense que c'est les coureurs, comme tu l'as dit, hein, qui savent le mieux que quiconque, mieux que l'UCI, mieux que les organisateurs, si les conditions sont réunies ou pas, et je pense que ça devrait être à eux de décider s'ils doivent courir ou pas. Alors il faut quand même un garde-fou parce que des fois ça peut avantager et ça peut intéresser une grande partie du peloton de ne pas courir dans des conditions qui sont praticables. Mais je pense qu'on devrait partir en tout cas de ce point de vue-là, de ce postulat, tu vois, de dire bon mais pourquoi pas faire une règle qui dise si on a plus de 60% des coureurs qui ne veulent pas courir, ou je dis 60, ça peut être autre chose, hein, c'est un peu arbitraire, mais on ouvre une discussion. Et éventuellement on annule, on reporte, on raccourcit, en tout cas il faudrait que ce soit automatique. Et sur ça, je pense que ça peut être une bonne idée à proposer à l'UCI. On n'a pas évoqué, pour conclure, Lolo, d'autres conditions qui peuvent donner les annulations, la neige, le froid, les températures extrêmes, la chaleur, etc. Mais ça m'a semblé être un peu secondaire dans ce que toi tu vois comme dangereux. J'ai bien compris que le vent, c'est vraiment un truc clé, quoi. Ouais, le vent c'est un truc clé, parce que juste, voilà, c'était pas par référence au Strade Bianche, du coup, parce qu'il y a eu cette chute-là, c'est pour ça que ça a fait rejaillir en moi cette haine du vent de face. Mais en soi, il y a la neige. La neige, clairement. Alors, je sais pas si toi, ça t'est arrivé de rouler sous la neige. Ah oui. En fait, il y a des degrés. Tu vois, quand il commence à neiger, machin, ça va, c'est jouable. C'est comme de la pluie, en fait. C'est même mieux. C'est même mieux. Après, c'est même mieux, ouais, honnêtement, c'est même mieux. Mais quand ça commence à tenir sur la route, là, ça devient très risqué. Et on l'a vu à un fameux Milan-San Remo 2013 où les coureurs, ils courent, là, ils sont sur la route, ils sont blancs, autour blanc, c'est la neige, c'est la tempête de neige. Et là, tu te dis, mais les gars, à un moment donné, il faut arrêter les frais, quoi. Ouais. Les gars, ils sont congelés, ils ont des engelures partout. De notre côté, tu vois, Lolo, c'est aussi ça qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui. Ça crée des moments qui font partie de la légende de ce sport. Ça crée des espèces je sais pas, mais de conditions tellement dantesques que voilà, ça fait partie vraiment de l'essence du vélo. C'est pour ça qu'on dit que c'est peut-être le sport le plus difficile au monde. Et je pense que si on enlève, en tout cas si on enlève 100% de ces conditions-là et de ces momentum, tu vois, de ce sport, ça va enlever quelque chose. Petit à petit, tu vois, on grignote un peu de l'essence de tout ça. C'est pour ça que je te dis, peut-être que finalement tu m'as un peu fait changer d'avis sur le vent.
parce qu'en effet, c'est vrai que c'est peut-être la chose la moins maîtrisable et la plus dangereuse dans sa façon d'être imprévisible, parce que mon fameux exemple sur l'arbre qui était tombé au milieu de la route, certes c'était une tempête annoncée, mais au final c'est pas la pluie qui a fait tomber l'arbre, c'est bien le vent. Donc sur ça aussi on est d'accord. Mais peut-être que toutes les autres conditions, finalement, aujourd'hui on a quand même de la technologie pour se vêtir, même quand il fait très froid, pour courir sous la neige. Par contre, évidemment, quand c'est plus praticable d'un point de vue adhérence, quand il y a des inondations, voilà, on l'a vu par le passé, quand la neige elle tient sur la route, là aussi ça devrait être des critères intégrés pour l'annulation. Ouais, mais du coup, annulation ou pas forcément, on peut raccourcir oui, aussi. bien sûr. Ce qui a déjà été fait sur le Tour de Catalogne, tu vois, en 2017, il y avait de la neige, l'étape a été raccourcie. Oui. Ça, on le sait, on est en 2022, on a des prévisions météo, tu vois. Donc on n'est plus là, on ne fait pas la danse de la pluie avec petite feuille sauvage, tu vois. Donc à un moment donné, normalement, tu as les avis météo, tu sais ce qui va se passer. Tu dis, ok, demain on sait qu'ils annoncent grosse tempête de neige, et on fait départ là, arrivée là. L'étape elle fera que 60 bornes au lieu des 190 prévus. Et là, terminé. Après, il faut voir aussi quel parcours tu choisis, parce que s'il neige et tu as décidé de mettre montée, descente de col, machin, sous la neige, forcément, c'est pas très ingénieux. Mais ça peut être pris en considération. Après, moi, je suis pour ce que tu proposes, que ça vienne des coureurs. Et là, à 200%, parce que c'est les coureurs quand même qui prennent les risques. Donc, la décision doit leur revenir. Mais après, c'est un peu le truc des élections, quoi. Et comme il disait Coluche, hein, si voter, changer quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Tu vois. Donc je pense que ça dessert quand même certaines personnes. Oui, non, c'est sûr. Bon, bref, je pense qu'on a quand même dit clairement nos idées et clairement nos points de vue. Comme d'habitude, en commentaire, vous nous dites ce que vous en pensez, dans quelles conditions on devrait ne pas courir. Et si vous pensez que tout va très bien comme ça aujourd'hui et que vous continuez à vouloir voir du vélo dans des conditions extrêmes, vous avez le droit de le penser aussi. Je te propose, mon Lolo, qu'on passe à l'actu, au résultat. Et évidemment, on va revenir sur ces Strade Bianche qui ont été encore une fois exceptionnels. Pour débuter l'actu cette semaine, une initiative à laquelle je tiens tout particulièrement, c'est celle des Média Pitchouns, une asso dont je suis le parrain, qui est sur Toulouse et qui permet à des jeunes de quartier pas toujours favorisés de découvrir le vélo, d'être notamment présents sur le Tour de France depuis des années. Ils ont été à l'initiative du Tour au pied des Tours, donc l'avenue du Tour de France au pied des Tours de Bagatelle, lors d'un départ d'étape il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, ils ont une nouvelle initiative qui est la création d'un club 100% féminin, Bagatelle Bike, qui a organisé une initiation pour les femmes ce week-end à l'occasion donc de la journée de la femme avec un grand succès, une centaine de participantes. Voilà, donc des femmes de quartier qui ont découvert le vélo ou qui se sont améliorées, qui ont découvert de nouvelles techniques. En tout cas, ils font ça depuis plusieurs mois. Ils ont également ouvert une salle indoor avec des sessions Zwift permettant donc un accès à des vélos et des home trainers. Donc bravo encore pour cette initiative. Et puis on continue à vous suivre les loulous et je m'occupe de vous pour vous trouver un petit partenariat avec Zwift. Je suis sûr qu'ils apprécieront autant que nous cette initiative. Florian, cette semaine, on va continuer avec des mesures de l'UCI. Tu vois, on parlait d'interdiction, d'interdire le départ des courses. Et là, l'UCI a interdit aux équipes russes et biélorusses de prendre le départ des courses maintenant de vélo. Dû au fameux conflit Russie-Ukraine. Et en revanche, il laisse les coureurs, qui soient de nationalité russe ou biélorusse, courir quand même. Donc faut pas être dans ces équipes-là, quoi, c'est tout. À rajouter également, c'est un peu le fait de la semaine, en tout cas le symbole de ces nouvelles règles, l'UCI a également permis une procédure accélérée pour changer de nationalité sportive lorsqu'on a la double nationalité. Et le premier à en avoir profité, entre guillemets, c'est Pavel Sivakov qui avait déjà depuis des années émis le souhait de rejoindre la nationalité française sportive, puisqu'on rappelle, il est binational, puisqu'il a grandi en France, pas très loin de chez nous d'ailleurs, dans le coin de la team chocolatine, même s'il est d'origine russe. Et donc voilà, c'est officiel en 2022, Pavel Sivakov, qui d'ailleurs a pris position largement contre ce conflit, devient un coureur français. Voilà pour ce fait-là. Mon je te propose qu'on passe sans plus attendre au résultat des Strade Bianche, puisqu'on a suffisamment parlé dans la thématique du jour. Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, par les hommes, puisque c'est la course qui nous a inspiré la thématique, et on reviendra ensuite sur la course des femmes, qui selon moi a été bien plus palpitante. Donc, Lolo, tu veux nous parler du solo de Pogacar, 50 bornes tout seul sur les Strade, même quand Cancellara, il ne l'avait pas fait, ça.
Ouais, j'avoue. Bah écoute, Pogacar, un nouveau Cancellara alors du coup, on va dire ça comme ça. Ouais, je sais pas parce que Ça te va? Ouais, c'est quand même pas tout à fait le même profil. Mais en tout cas, il est impressionnant. Il est comment dire, à chaque fois qu'il se met un truc en tête, ça marche. Il est toujours très très jeune. C'est peut-être plus le nouveau Merckx que le nouveau Cancellara, même dans sa façon de courir. Alors j'ai un petit bémol pour une fois. C'est que en général on dit que cette nouvelle génération de coureurs avec leur façon de courir imprévisible et très agressive donne plus de spectacle. Et bien là pour une fois ça nous a gâché un peu le spectacle entre guillemets parce qu'à 50 bornes de l'arrivée, enfin allez à 40 bornes de l'arrivée, une fois qu'il avait fait son trou on va dire, l'affaire était pliée et rares étaient ceux qui croyaient encore à un retour du peloton, surtout quand on voyait la façon dont ça égrenait de partout. Julien Alaphilippe qui était tombé et qui n'a pas été en mesure d'aider trop son coéquipier Kasper Asgreen, ou l'inverse d'ailleurs, puisqu'ils étaient co-leaders au départ. Bref, ça nous a enlevé un petit peu de suspense, mais en tout cas, respect à ce coureur-là, parce que ce qu'il fait, c'est quand même énorme. Et respect aussi à un autre, c'est Alejandro Valverde. Bientôt 42 ans, deuxième d'une course comme ça, waouh! C'est clair, Valverde, parce que tu vois, Julie il est parti à 40 bornes de l'arrivée, il a fait son solo machin, mais bon, derrière, tu as Valverde qui est toujours là, et Valverde, bon, c'est pas un peintre, hein. Et Kasper Asgreen qui va faire 3, donc ouais, 40 bornes de l'arrivée, tu te dis qu'il aurait pu encore se passer des choses, mais là, grand seigneur. Bon après, on va arrêter de l'encenser, on sait que c'est ton poulain, on sait que c'est ton préféré, Florian. Donc c'est bien, il gagne des courses, c'est très bien, on est content pour toi, Tadej, et on se retrouve très vite, Tadej, hein, voilà. Ouais, laisse-moi parler un peu du coup des Strade Bianche femmes, parce que là, je dois dire que je me suis régalé, et c'est vrai que c'est ce genre de course qu'on veut voir pour promouvoir le cyclisme féminin, et on voit qu'il y a d'ailleurs de plus en plus de monde qui s'y intéresse, et à raison, parce que là, on a eu de la bataille jusqu'au bout, avec une ascension finale dans les rues de Sienne, qui nous a donné un sprint à deux, un mano à mano à 300 mètres, 200 mètres, 100 mètres, on avait une vainqueur différente. Donc clairement, là, on a eu du spectacle et du suspense jusqu'au bout, avec la victoire de la championne de Belgique, Lotte Kopecky. Donc magnifique victoire, devant Annemiek van Vleuten, qui était l'une des grandes favorites. Hein. Et Ashley Modman-Passio, qui termine 3e, l'ancienne championne du monde sur Zwift, en tout cas de e-sport. Qui termine du coup 3e de cette édition d'Estrade Bianche féminine, donc du très beau spectacle. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez revoir d'ailleurs le résumé de la course commenté en français sur la chaîne JCN, en français, sur la chaîne YouTube, donc c'est gratuit, n'hésitez pas. Mon Lolo, je vais te laisser la parole pour nous parler tout du moins de la première étape de Paris-Nice. On reviendra évidemment sur tout Paris-Nice la semaine prochaine dans l'émission, mais je voudrais que tu nous parles de cette première étape parce que là, génial aussi, un truc qu'on voit rarement, et en plus c'est un poteau qui gagne, alors là je te laisse la parole. Ah ouais, non mais alors là c'est un deuxième 14 juillet pour moi. Tu vois, il y a le Corse qui va l'emporter sur la première étape Paris-Nice, prend le maillot jaune et tout, c'est magnifique. En plus du coup j'ai eu des nouvelles juste après la course. Je vais pas vous raconter mon week-end, mais en gros, j'ai pas regardé le vélo à la télé. Donc j'ai eu pas mal de messages sur Instagram qui me disaient « Ouais, ton pote Christophe et tout, t'as vu ce qu'il a fait, c'est trop bien. » Non, j'avais pas vu. Du coup, sachant qu'il allait être pris, j'ai appelé sa femme pour lui demander comment ça s'était passé la course. Et Marion m'a gentiment raconté. Donc en fait, voilà, victoire de Christophe Laporte devant son leader, Primoz Roglic, et son leader, Wout van Aert. Ouais. Sur ce... voilà. En gros, je vous le fais simple parce que j'ai eu 2-3 petites infos de l'intérieur. Après, peut-être qu'il l'a dit en interview par la suite, mais j'ai pas regardé ses interviews, je vous l'avoue. Christophe avait un peu carte blanche dans ce final où il lui avait dit écoute, ce serait pour Wout si ça arrive au sprint et toi si tu peux attaquer, arriver tout seul et tout, te gêne pas, vas-y, mets des cacahuètes, t'inquiète, on gère. Il s'est avéré qu'il a mis une cacahuète, que ces deux leaders étaient là dans sa roue et que personne n'a pu suivre. Donc ils se sont retrouvés les trois devant et à l'arrivée, ces deux leaders lui ont laissé magnifiquement cette victoire. Ouais. Alors moi je trouve que c'est un super beau geste parce que on sait que Primoz est là pour jouer le général et il y avait quand même 10 secondes de bonif à l'arrivée et il laisse quand même cette victoire. Donc moi je trouve ça plus que beau. C'est la grande classe, honnêtement. D'ailleurs aux commentaires sur Eurosport et GCN+, Jackie Durand n'était pas du tout convaincu de cette option.
en bon ancien coureur et avec son âme de déesse, parce que on est dans un vélo aujourd'hui où tout compte, comme tu l'as dit, et que souvent c'est l'intérêt supérieur de l'équipe et de la victoire finale qui l'emporte. Et dans ce cas-là, ils ont laissé la victoire à Christophe Laporte, qui était à l'initiative de ce coup à 3. Et je trouve ça aussi génial, d'autant plus qu'il est rentré dans cette équipe il y a seulement quelques mois, ou voire quelques semaines, tu vois, puisque depuis le 1er janvier. Donc c'est un beau cadeau de bienvenue, et il le mérite largement, parce qu'on sait que l'année dernière, on était sur place et il avait frôlé la victoire, et il le méritait déjà à l'époque. Donc super, ça nous a fait énormément plaisir. Bon, on a déjà beaucoup débordé, mon Lolo, donc juste pour donner la victoire en Belgique sur le Grand Prix Jean-Pierre Montserrat, c'est Arnaud Delis qui s'impose pour la Lotto Soudal. Donc une belle victoire belge sur cette semi-classique. Et je te propose qu'on termine avec le vélo du mois, puisque oui, il y avait le sondage la semaine dernière. Et le vélo du mois, eh bien c'est le récent Trek que tu avais proposé la semaine dernière, je crois, mon Lolo, qui l'a emporté. Voilà, avec la magnifique photo du château de Chambord derrière. J'ai cru comprendre que c'était un lieu de la géographie française que tu connaissais particulièrement bien, mon Lolo, pour l'avoir visité. Je crois que tu avais fait un exposé dessus en 3e. Voilà, en tout cas, très belle machine, très belle photo, et sûrement un beau ride au milieu des châteaux de la Loire. En tout cas, l'un des premiers de la liste. Mon Lolo, moi je propose qu'on se quitte là-dessus, parce qu'on a du boulot pour préparer un JCN Show spécial la semaine prochaine. Je ne vais pas trop teaser parce qu'on n'a pas encore écrit tous les détails, mais je pense qu'on va essayer de faire en sorte d'avoir quelques clins d'œil, des bons moments, et surtout des anecdotes sur nous, des choses que vous ne savez pas encore. On va essayer de se dévoiler un peu. Restez connectés aussi sur l'appli JCN pour mobile, parce qu'on va sûrement mettre des sondages pour vous mettre à contribution. Voilà, et on se retrouve du coup mardi prochain, et mon Lolo, au boulot d'ici là. Et encore merci. Putain Flo, arrête là, tu viens d'annoncer ton coming out devant tout le monde. Du coup, tu me mets un peu mal à l'aise. Ça y est, t'as tout spoilé là. Bon allez. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Salut.